La chose la plus importante que nous reconnaissons tous et que les médias évitent à tout prix, c'est tout simplement ce réseau pédocriminel qui semble entourer sans cesse ce couple. C'est super étrange. Nous voyons clairement qu'Emmanuel Macron n'a aucun réel pouvoir et que tous ceux qui l'entourent et qui ont du pouvoir et de l'argent semblent, d'une façon ou d'une autre, être impliqués dans ce genre de scandale. Les amis, Candace Owens nous livre encore de nouvelles révélations croustillantes sur l'affaire Brigitte Macron alias Jean-Michel Trogneux, en apportant cette fois des éléments inédits pour mieux comprendre l'environnement néfaste dans lequel baigne le couple Macron. Cette vidéo de Candace fait suite à son entretien avec Tucker Carlson, dans lequel les deux évoquent l'interdiction du documentaire Becoming Brigitte en France et la censure médiatique auquel elle fait face. Candace revient sur les poursuites judiciaires intentées à son encontre par le couple Macron. Elle affirme qu'elle ne fait que poser des questions relatives à ce documentaire et insiste sur son droit à la liberté d'expression. Dans la suite, elle va évoquer le fait qu'il est vraiment curieux qu'aucun média français ou américain ne s'est vraiment penché pour faire une enquête sur cette affaire malgré les multiples révélations qui ont été faites. Et vous connaissez Candace, têtue et tenace qu'elle est, a rappelé sa détermination à ne pas se laisser intimider et a dit qu'elle va continuer malgré les menaces de poursuites judiciaires. Et nous disons un immense merci à Marie Ventini pour son excellente traduction grâce à laquelle nous réussissons à suivre cette série en français. Allez, sans plus tarder, on va voir la vidéo. Très bien les gars, bon lundi. Il y a tellement de choses dont nous devons discuter. J'ai vraiment l'impression que 2005 est l'année des alliances un peu étranges. Vous commencez soudainement à écouter des gens que vous n'auriez jamais pensé écouter, et je pense que je suis sur le point d'égayer votre journée en vous informant d'un groupe inattendu de personnes qui sont, de façon surprenante, venus à mon aide et ont publié une lettre publique adressée à Brigitte Macron. Bienvenue sur Candace. Ok, donc pour commencer, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont regardé mon entretien avec Tucker Carlson. Nous avons obtenu 3 millions de vues les 48 premières heures, c'est tout simplement incroyable. Vous le savez, je suis de toute évidence une fan absolue de Tucker Carlson. C'est en fait l'une des rares personnes dans les médias que j'admire vraiment. Tout simplement à cause de sa façon de vivre sa vie personnelle, d'être aussi ouvert sur ses luttes passées contre la dépendance. Vous savez, ce qu'il suivait, qu'il a ouvertement parlé des années qu'il a passées en tant qu'alcoolique. Ce qui permet aux gens de pouvoir discuter de ces problèmes d'une façon qui est tellement pertinente, dans le sens où les gens peuvent s'identifier à lui et au combat qu'il a mené. Mais aussi, je le disais, pour la façon dont il vit sa vie aujourd'hui, la façon dont il se comporte en coulisses, la façon dont il gère sa vie, du fait qu'il ne s'implique pas vraiment beaucoup dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'il se considère réellement comme la figure du patriarche de sa famille. Et donc il se considère comme un élément central de sa famille, ce qui signifie qu'il prend du temps pour rester avec eux, il passe du temps avec eux, dans les bois, là où il vit, dans le Maine. Quoi qu'il en soit, vous avez vu les gars que nous avons discuté, ce qui est dans l'esprit de tout le monde bien entendu, à savoir le sujet Becoming Brigitte, et le procès qu'elle me fait, mais surtout de l'importance capitale que cette histoire a à ce moment précis. Tout ce que cela implique pour le monde. Parce que les médias du monde entier se mettent à mentir sur le contenu, l'essence même de notre série Becoming Brigitte, et de ce dont il s'agit réellement dans cette histoire. Et mon mari m'a dit les choses vraiment très clairement ce week-end quand il m'a dit que ce procès prouve littéralement qu'Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir. Il n'a littéralement aucun pouvoir, il est totalement insignifiant. Et honnêtement, il a tout à fait raison, pensez-y. Nous n'aurions par exemple jamais pu prédire ou imaginer un monde dans lequel, par exemple, Vladimir Poutine poursuivrait une mère américaine à cause de sa série de podcasts. Comme s'il pouvait y avoir une seule personne d'entre nous qui pense que cela un jour aurait pu se passer. Et pourquoi ? La simple idée d'imaginer Vladimir Poutine faire un truc pareil nous fait rire, n'est-ce pas ? Tout simplement parce que Poutine, peu importe ce que vous pensez de lui, nous reconnaissons au moins qu'il a un réel pouvoir en Russie. Et Tucker m'a posé une question qui est la question la plus évidente en ce qui concerne l'histoire de Brigitte Macron. La chose la plus importante que nous reconnaissons tous et que les médias évitent à tout prix, c'est tout simplement ce réseau pédocriminel qui semble entourer sans cesse ce couple. C'est super étrange. Nous voyons clairement qu'Emmanuel Macron n'a aucun réel pouvoir et que tous ceux qui l'entourent et qui ont du pouvoir et de l'argent semblent, d'une façon ou d'une autre, être impliqués dans ce genre de scandale. Voici un extrait de ce que Tucker avait à dire à ce sujet. Mais Candace, toi t'as des amis qui sont pédophiles ? Mais non, pas du tout, pas du tout. Ils peuvent tout simplement pas s'empêcher de trouver des amis qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans des scandales de pédophilie complètement dingues. Franchement, Candace, moi j'ai l'impression d'avoir été partout, je connais beaucoup de gens, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait été accusé d'avoir agressé sexuellement son propre enfant. Je veux dire, c'est à des années-lumière de ce que je vis, et j'ai connu des gens qui ont fait des trucs vraiment pas bien, hein. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui ait été accusé d'un truc pareil. Et pourtant, ce que toi tu décris, ce sont comme des clusters, des groupes de personnes, des gens puissants, et des gens célèbres qui plus est, dans l'orbite desquels une tonne de personnes ont été accusées, ou effectivement ont commis
Des agressions sexuelles sur des enfants. Et comme je l'ai dit, c'est exactement ce qu'ils évitent avec ce procès ridicule. Ils ne veulent surtout pas que les gens approfondissent l'histoire. Ils pensaient peut-être pouvoir l'arrêter d'une façon ou d'une autre parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'extrêmement sinistre qui se passe actuellement à Paris et que le monde commence à s'en rendre compte. Et ce n'est pas seulement ce que j'ai révélé dans la série, comme je l'ai dit, nous avons à peine effleuré la surface des choses. Alors nous allons essayer de préciser les choses encore un peu davantage et je vais vous raconter une autre histoire aujourd'hui. Et avant toute chose, vraiment, je vais vous dire un truc. Quiconque défend ce couple, en ayant regardé la série, c'est quelqu'un à qui vous devriez probablement regarder d'un peu de travers. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a regardé la série qui défend le couple, honnêtement, je mettrais un gros point d'interrogation sur la personne. Alors laissez-moi vous raconter une autre histoire à propos d'une maison de couture. Yves Saint Laurent, vous connaissez cette maison de couture, n'est-ce pas? Et franchement, je me sens super mal pour ceux d'entre vous qui regardaient l'émission et qui peut-être ont un sac Yves Saint Laurent. Il n'est pas d'ailleurs à exclure que moi-même, j'en ai eu un jour dans ma vie. Vous savez, ce sont des vêtements, des choses extrêmement luxueuses, extrêmement chères. Parce qu'honnêtement, je pense que vous allez vraiment vouloir les mettre à la poubelle une fois que je vous aurai raconté cette histoire. Ok, donc un peu d'histoire. Cette maison de couture a été fondée en 1961 par deux hommes. Leurs noms sont Pierre Berger et, bien sûr, Yves Saint Laurent. Les deux hommes étaient en fait impliqués dans une relation amoureuse. Pendant assez longtemps d'ailleurs, ils sont restés ensemble jusqu'en 1976, date à laquelle ils se seraient apparemment séparés à l'amiable. En ce qui concerne Pierre Berger, je dois vous dire que, qui représentait la moitié de ce duo, du coup, était un fervent partisan d'Emmanuel Macron. Il est décédé en 2017, non sans avoir au préalable déclaré publiquement son soutien inconditionnel à Emmanuel Macron, ainsi qu'au couple présidentiel. Il s'est déclaré prêt, et c'est une citation directe, donc je cite, il s'est déclaré prêt à trouver un soutien financier et à aider Emmanuel Macron par tous les moyens nécessaires. Il a poursuivi en disant, je cite, « Mon soutien est évidemment logique et naturel. Je soutiens Emmanuel Macron depuis très longtemps. Lui et sa femme sont des amis proches. » Une citation. Ok, donc on recontextualise, nous avons Pierre Berger qui est donc la moitié du duo avec Yves Saint Laurent et il est donc un ami proche de Brigitte Macron et de son mari. Et c'est de nouveau une amitié intéressante, une autre amitié intéressante. Des amis bien pratiques pour Emmanuel et Brigitte. De retour en 2012, il y avait un prêtre dans le sud de la France qui a alerté la police française sur des cas de prostitution de mineurs dans une villa. Il s'agit de la célèbre Villa Majorelle qui appartenait à Yves Saint Laurent et Pierre Berger. C'est également une villa dans laquelle Jack Lang, un ancien ministre socialiste, était un invité régulier. En ce qui concerne les accusations de ce qui se serait passé dans cette villa, évidemment, je vous le dis tout de suite, Pierre Berger les a réfutées, mais il a tenu des propos quand même intéressants à ce sujet. Je dirais même plutôt ambigus. Quelques mois avant sa mort, il a déclaré, je cite, « À cette époque, les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, en particulier au Maroc. La sexualité était débridée et on y prêtait beaucoup moins attention. Quand il raconte que je faisais des orgies à Marrakech avec Jack Lang et des petits garçons, c'est même pas quelque chose que j'aurais voulu faire parce que je n'aime pas les petits garçons. » Ok, c'est intéressant de voir qu'il parle de petits garçons. Je veux que vous vous souveniez de ça. C'est ce qu'il a dit juste avant de mourir, ok. À peu près au même moment, nous avons un certain Fabrice Thomas qui n'était pas vraiment d'accord avec les activités de Pierre Berger, ce qui se passait au Maroc en particulier. Je dois vous préciser que ce Fabrice connaît parfaitement Pierre Berger puisqu'il a travaillé pour lui, plus précisément de 1984 à 1992. Il était à la fois son esclave sexuel et son chauffeur, à cette époque-là, pour lui et Yves Saint Laurent. Il avait pris la relève de son père, donc je parle du père de Fabrice Thomas, qui était chauffeur et qui lui aussi travaillait pour ce couple. Je dois également vous préciser que lui et son père étaient incestueux. Donc comprenez bien, Fabrice Thomas et son père, son propre père, ils travaillaient tous les deux pour le couple célèbre de la mode. Bon, eh bien ces deux-là faisaient des trucs incestueux. Il l'a admis lui-même dans son propre livre. Bref, revenons aux allégations de Fabrice Thomas à propos du duo de la mode. Parce que bon, on l'a bien compris maintenant, à chaque fois qu'il est question d'Emmanuel Macron et de Brigitte, il y a toujours quelque part dans l'histoire un petit peu d'inceste et de pédophilie. Franchement, je me l'explique pas, mais bon, bref. Donc, mis à part ses relations avec son propre père, Fabrice Thomas, comme je l'ai mentionné, a également eu des relations avec Pierre Berger et avec Yves Saint Laurent. Il a dit lui-même qu'il était leur esclave sexuel. Et comme je sais que vous n'allez pas me croire, pourquoi me croiriez-vous finalement? Il y a tellement d'histoires d'inceste et de pédophilie dans toutes ces histoires que ça en devient un peu ridicule.
Voici directement un article paru dans Vanity Fair, Les mensonges, le sexe et les passions, j'étais l'amant d'Yves Saint-Laurent. Ils se sont donc entretenus avec lui en 2013, et pour repréciser, c'était donc avant le décès de Pierre Berger, qui n'a par ailleurs jamais démenti cette interview et ces allégations. Donc ce gars a fait une interview exclusive à propos de sa liaison avec Pierre, avec Yves Saint-Laurent. Pour finir, Fabrice Thomas a évidemment écrit un livre intitulé Saint-Laurent et moi, une histoire intime. Dans ce livre, il raconte comment ses liaisons avec Pierre Berger ont commencé et comment Pierre lui a petit à petit dit « Ah mais tu devrais aussi inspirer Saint-Laurent avec des liaisons encore plus démentes ». Il poursuit en disant, je mets entre guillemets, qu'il faisait des petites fêtes bien sympathiques qui auraient fait le bonheur du défunt Marquis de Sade. Et il poursuit en détaillant dans son livre la façon dont il alternait entre faire plaisir à Yves Saint-Laurent, qui avait une passion vraiment masochiste, et à Pierre Berger, qui lui était beaucoup plus sadique. Bref, quoi qu'il en soit, dans une interview qu'il a fait un peu plus tard avec un journaliste qui s'appelait Jack, le journaliste qui travaillait sur le sujet de la pédophilie en France en général, sur la façon dont un réseau de pédophilie contrôlerait la France, il lui aurait donc raconté la vraie raison de la brouille entre les cofondateurs. Et honnêtement, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que je vous le dis, c'est tellement répugnant ce qu'il faisait sexuellement parlant, Des mots, des choses dont je n'avais même pas conscience qu'elles existaient, qui vont, je vous l'assure, bien au-delà du sadisme et du masochisme. Ils étaient dans des affaires de... Pardonnez-moi, j'arrive pas à le dire, des affaires de caca, des trucs vraiment complètement horribles. Mais bon, passons. L'important est ailleurs. Quand Fabrice Thomas s'adresse à ce journaliste, il est absolument catégorique sur les intérêts de Pierre Berger pour le Maroc. Il a dit, et je cite, qu'Yves Saint-Laurent lui avait répété à maintes reprises que Pierre Berger couchait avec des filles au Maroc. Plus précisément des petites filles. Il était attiré par les petites filles prépubères. Fin de citation. Ok, donc si c'était pas les petits garçons, c'était les petites filles. Du moins en tout cas si l'on croit son ancienne esclave sexuelle. Encore une fois, ce gars qui a écrit ce livre, qui a donné beaucoup d'interviews sur ses relations avec ce couple alors que Pierre Berger était encore vivant. Alors, qu'est-on censé déduire de tout cela? Comment se fait-il que ces histoires continuent à se produire à chaque fois? Les gars, à chaque fois que nous parlons du président français et de son épouse, le truc qui lui sert de mari, de femme, les gens qui les entourent sont constamment impliqués dans des relations incestueuses. Ils se retrouvent avec des gens bizarres au Maroc, ils posent là comme ça négligemment le livre d'André Gide. Et on sait très bien ce qu'André Gide faisait au Maroc. Tous ceux littéralement qui se considèrent comme des amis, bon peut-être pas tous, mais beaucoup en tout cas, ou trop de gens qui ont contribué à son ascension au pouvoir et qui se comptent parmi les amis de ce couple puissant qui continue de s'impliquer, se retrouvent sans cesse mêlés à des scandales de pédophilie, des scandales d'inceste. Et voilà que maintenant ils vont tout simplement essayer de nous manipuler pour faire croire que rien de tout cela n'est vrai, que c'est tellement dingue comme histoire, que c'est tiré par les cheveux. Enfin, mesdames et messieurs, ce sont que mes amis. Vous mélangez tout, il s'agit même pas de moi, de quoi vous me parlez? C'est quand même pas de notre faute si tous les gens qui nous entourent sont ce genre de personnages. Vous y croyez, vous, à ça? Franchement, vous acceptez ce genre de théorie, là? Ce genre de façon de défendre la chose? Que penser de tous les gens, toutes les sphères qui protègent ce couple? Les médias en premier lieu qui les protègent. Je crois qu'aujourd'hui, c'était la toute première fois dans le Daily Mail que j'ai vu la presse accorder un sujet intellectuellement équitable sur ce qui se passe. Je veux dire, en ce qui concerne mon procès. Parce que franchement, avant ça, c'était juste une belle manipulation publique en règle. Prétendant que toute cette histoire n'était rien, que Brigitte Macron était la victime. Oh mon Dieu, elle est la victime! Franchement, vous êtes abominable, cette pauvre femme qui est juste tombée amoureuse. Amoureuse d'un petit garçon qui était... Bon, oui, c'était un de ses élèves. Vous déplacez complètement le problème. Le problème, c'est Candace qui parle de ça. De quel droit ose-t-elle parler de ça? Réfléchissez un peu à ce que cela nous apprend sur le monde dans lequel nous vivons. Sur les gens qui nous gouvernent. Et je vais pas m'arrêter là, les gars. C'est peut-être maintenant le bon moment pour vous dire que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'administration d'Emmanuel Macron a fortement œuvré pour abaisser l'âge du consentement sexuel, essayant de le faire passer de 15 ans à 13 ans. Parce que oui, l'âge de consentement en France est de 15 ans,
sauf si vous êtes un adulte qui a autorité sur l'enfant. Alors dans ce cas, l'âge du consentement passe à 18 ans. Donc, dans le cadre d'une relation enseignant-élève, l'âge du consentement a toujours été de 18 ans. Ce qui rend la relation de Brigitte avec Emmanuel Macron problématique, quoi qu'il en soit. Et quand ils ont fait ça, quand ils ont essayé d'abaisser l'âge du consentement à 13 ans, ils l'ont fait d'une façon extrêmement perverse et manipulatrice. Ils ont présenté ça au public sous le fait qu'il était nécessaire de relever l'âge du consentement avec un adulte à l'âge de 13 ans pour protéger les enfants. Ils ont donc présenté cela comme s'ils protégeaient les enfants, comme s'ils allaient donc relever l'âge du consentement pour être à 13 ans. Ils pensaient certainement que le public n'allait pas remarquer ça, que les gens supposeraient naturellement que l'âge du coup était peut-être plus bas que cela. Et que donc en réalité, en l'apportant à 13 ans, ils étaient en train de relever l'âge, et non pas l'abaisser. Mais ça n'a pas pris, le public n'y a pas cru. Le public a naturellement été indigné par cette tentative, une tentative flagrante d'abaisser l'âge du consentement à 13 ans. Et donc pour finir, cette mesure a échoué. Je dois en revanche mentionner qu'un autre aspect de ce projet, lui, n'a pas échoué. Une histoire qui, vous l'avez deviné, implique Éric Dupond-Moretti. Vous savez, cet avocat, ancien ministre de la Justice, qui était d'ailleurs ministre de la Justice à cette époque-là. Celui qui doit affirmer que Candace est financé par la Russie. Ce qui est complètement faux. Oh là là, ils essaient de faire tomber la République française avec Candace. Complètement faux. Mais quand il était ministre de la Justice, il a quand même obtenu un certain succès. Il a réussi à faire révoquer de la liste des personnes, de la catégorie des personnes ayant autorité sur une autre personne, sur un mineur, les enseignants. Donc pour être clair, l'âge de consentement est de 15 ans, sauf si l'adulte impliqué a autorité sur l'enfant. Dans quel cas, l'âge du consentement est porté à 18 ans. Mais Éric Dupond-Moretti, alors qu'il travaillait comme ministre de la Justice pour Emmanuel Macron, a réussi à faire retirer les enseignants, les professeurs de cette définition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 15 ans, ça marche même si vous êtes prof. C'est bizarre quand même, pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Vous en pensez quoi, vous? Quelle pourrait bien être la raison pour laquelle l'administration d'Emmanuel Macron voulait abaisser l'âge du consentement? À 13 ans en particulier. Je vous rappelle, vous savez tous ces gens qui disent non, il avait bien 15 ans, il avait 15 ans. Et moi, Candace Owens, je peux vous assurer que non, il n'avait pas 15 ans, il n'avait pas du tout 15 ans. Si vous regardez attentivement à l'époque où il jouait dans cette pièce de théâtre, pourquoi du coup pensez-vous qu'ils travaillaient, qu'ils essayaient d'abaisser l'âge du consentement et que leur petite combine, j'ai envie d'appeler ça une petite combine sur la population française n'a pas vraiment fonctionné quand ils ont essayé de faire croire que non, ils faisaient ça pour soutenir les enfants? Pourquoi Éric Dupond-Moretti se serait-il inquiété en tant que représentant officiel des pédophiles? Vous savez, on parle de ce même gars qui a proposé la définition de l'inceste heureux, Comment se fait-il que ce gars, ministre de la Justice, a décidé de s'en prendre à cette mesure et à s'assurer que les enseignants ne soient plus inclus dans la définition, vous savez, qui définit un adulte qui a autorité sur un enfant? Ça vous paraît pas un peu étrange, cette histoire? Est-ce que nous serions tous fous, peut-être? Ou est-ce qu'il serait possible de se dire que ce qui se passe en ce moment en France est vraiment insensé? Et comme je l'ai dit, ce qui rend la situation encore plus insensée, c'est que pour la plupart, les médias grand public ont protégé ce couple, jusqu'à ce que nous fassions enfin exploser l'affaire, que les choses soient révélées et que les choses semblent enfin commencer à changer. Et au fait, j'avais oublié de vous partager ça, mais vous vous souvenez quand Brigitte a fustigé Emmanuel Macron à la sortie de l'avion? Il se trouve que le New York Post a publié un titre détaillant en détail leur liaison très précoce. Voici ce que dit le gros titre. La relation scandaleuse d'Emmanuel et Brigitte Macron, de la liaison avec un élève enseignant à une choquante altercation physique. Et donc enfoui, enfin même pas enfoui parce que c'est le propre de cet article, et il raconte comment ils se sont mis ensemble. Franchement, c'est super flippant. Je sais pas comment j'ai pu rater ça. Ou peut-être, je sais pas, je m'en souvenais pas jusqu'à ce que le New York Post fasse cette analyse approfondie à propos de son jeune âge et de la façon dont la tournure en fait que les choses ont pris lorsque cette relation a commencé. Voici une citation directe de l'article. Vous êtes prêts? Je lis. La famille de Brigitte a découvert la liaison à l'été 1994, juste après les avoir surpris tous les deux en train de bronzer au bord de la piscine, dans la maison familiale de l'enseignante. Selon la biographie de la première dame, Brigitte Macron, qui s'appelle Une femme libre, la relation entre cet élève brillant et son professeur de littérature et professeur de théâtre a provoqué un tollé. Des habitants ont envoyé des lettres anonymes au siège de la célèbre chocolaterie et usine de macarons gérée par la famille de Brigitte Macron pour dénoncer cette liaison. Voisins, amis, ennemis ont également craché sur les portes de la future première dame de France. L'auteur de ce livre écrit « Du jour au lendemain, ses amis avec qui elle prévoyait ses vacances ont refusé de lui parler. »
Ah, enfin, bah, je me réjouis qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu de conscience lorsque tout cela s'est produit et ait réalisé que c'était quand même super bizarre cette histoire. Qu'est-ce que tu fichais dans la maison familiale de tes parents avec ton élève? C'est quoi le contexte de toute cette situation-là? Et d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois même qu'elle était pas... c'était un autre mensonge de la presse, selon lequel elle aurait été son professeur de littérature, alors qu'en réalité, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il était juste inscrit à un de ses cours de théâtre. Hein. Mais bon, à la limite, bref, peu importe. De quoi on parle ici, les gars? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu fiches dans la maison de tes parents, qui, à mon avis, étaient du coup très âgés? Qui peut approuver ça? Comment est-ce possible même que cela se produise? Que ce soit même à ses parents qui doivent le déplacer hors de la ville, de façon à ce qu'il n'ait plus aucun contact avec vous. Je le répète encore une fois, toute personne qui défend aujourd'hui cette histoire, compte tenu de tout ce que nous avons révélé, est de toute évidence quelqu'un que vous ne devriez pas croire, à quelqu'un à qui vous ne devriez probablement pas faire confiance. Parce que si nous, en tant que société, nous ne sommes même pas capables de pouvoir défendre les enfants, alors on n'est pas une société. Pour vous donner d'autres nouvelles, il semblerait que j'ai des alliés un peu inattendus en France, et ces alliés sont des membres de la communauté LGBT. Pour être honnête, ça m'a quand même fait un peu rire ce week-end. C'est Xavier Poussard qui a republié ça. C'est un papier qui est donc extrait du quotidien français Libération. Libération qui est, comme on le sait, de gauche. Louis-Georges Tin, le créateur de la journée mondiale contre l'homophobie, la biophobie et la transphobie, accuse Brigitte Macron d'alimenter la stigmatisation des personnes transgenres, en affirmant que la stratégie judiciaire choisie semble non seulement inefficace, comme le montre l'acquittement dans l'affaire de Natacha Ray et d'Amandine Roy, mais aussi contre-productive. En cherchant à laver son nom, Brigitte Macron contribue, peut-être involontairement, à renforcer l'idée que cette rumeur est intrinsèquement insultante et perpétue ainsi la stigmatisation des personnes transgenres. Et puis ça continue, voilà, dans cette lettre ouverte, ils écrivent « Vous savez, nous avons besoin que vous reconnaissiez que ce n'est pas la bonne façon de gérer la situation. » Il lui suggère plutôt de prendre ça un petit peu comme Hugh Jackman qui a ri lorsqu'on l'a accusé d'être gay. Il disait qu'il était un allié des homosexuels. Il cite également Lady Gaga comme exemple, Michelle Obama comme exemple, pour illustrer la manière dont Brigitte Macron devrait plutôt gérer cette rumeur. Ils disent que considérer cela comme étant de la diffamation est intrinsèquement insultant et que cela ne fait que renforcer la stigmatisation des personnes trans en France. Et lui demandent donc d'arrêter cette farce. Et je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit une farce. Et je pense que vous avez seulement partiellement raison, parce que moi je crois que Brigitte est en effet trans. Et là où vous avez raison, c'est que son refus de le reconnaître ne contribue certainement pas à aider la cause. Mais bon, les choses vont devenir vraiment intéressantes. J'étais en train de parler avec Piers Morgan ce matin, et à propos de quelque chose qui peut-être va sortir un peu plus tard dans la journée, dans la semaine, sur le fait que vraiment, il fait pas bon être du côté des Macron aujourd'hui. Hein. Éloignez-vous d'eux parce que je vous assure qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent s'en sortir dans cette histoire. Vous le savez, selon mon opinion, il s'agit simplement d'une stratégie de communication, de relations publiques. Tout ce procès, c'est juste pour éloigner les soupçons. Ils veulent juste essayer de faire en sorte que les gens pensent que j'ai menti dans cette série. Ils veulent prétendre que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites, de toute évidence. Moi, je le vois véritablement comme une stratégie de relations publiques. Ou alors, l'autre option, c'est qu'ils sont tellement dérangés qu'ils croient véritablement que je suis financée par la Russie. Ou par, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oui, par Marion Maréchal, qui indirectement représente leurs ennemis politiques en France, ce qui est véritablement un non-sens absolu. Il n'y a même pas un brin de vérité là-dedans. Mais ils sont peut-être tellement psychologiquement dérangés qu'en me soumettant à une enquête préliminaire, que peut-être ils pensent qu'ils vont découvrir des messages, des courriels entre moi et leurs adversaires politiques. Et il est possible qu'ils soient fous à ce point-là. Je veux dire, les gens commencent à croire à leur propre conspiration. Peut-être qu'avec le temps, ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Hein. Surtout quand on a eu autant de contrôle sur leur vie pendant tout ce temps. Vous savez, la façon dont ils ont réussi à contrôler la presse, à contrôler leur image, de réussir à faire parvenir ce type à la banque de Rothschild, alors qu'il sait même pas ce que les termes financiers veulent dire. Vous arrivez à un point dans votre vie où vous êtes tellement habitué à obtenir tout ce que vous voulez sans jamais avoir à travailler pour cela, sans jamais avoir à se battre pour quoi que ce soit, qu'il est possible qu'ils soient véritablement en état de choc et qu'ils doivent attribuer toute cette histoire à quelque chose de beaucoup plus puissant que moi. Et en réalité, ils n'ont pas complètement tort, c'est quelque chose de vraiment très puissant qui est sur le point de vous faire tomber. Ça s'appelle la vérité.
C'est ce dont il s'agit ici. Vous faites face à une chose plus puissante que vous qui s'appelle la vérité. Vous êtes tout simplement confronté à la vérité. Il n'y a pas de truc ici, d'astuces, aucun financement de trucs bizarres. Il s'agit tout simplement d'une mère qui se soucie profondément des enfants qui sont victimes et de l'idée que cette victimisation pourrait être systémique et qu'un gouvernement entier pourrait s'entendre pour la couvrir. Et honnêtement, je suis pas très contente avec Trump parce que je trouve qu'il devrait quand même prendre parti pour moi, qu'il devrait taper du poing sur la table et dire mais attendez, c'est inadmissible que vous poursuiviez une citoyenne américaine pour avoir dit la vérité. Parce qu'il n'y a véritablement rien dans ma série sur Becoming Bridget où j'ai menti. Je me suis contentée d'apporter les faits, de parler de toute cette orbite qui tourne autour de vous. Nous avons véritablement besoin de personnes qui sont en position de pouvoir, qui aient le courage de défendre les enfants. Et si les gens qui sont au pouvoir n'ont pas le courage de le faire, alors il faudra que ce soit des individus comme vous, comme moi, qui le fassions. Tous les gens qui, d'une façon directe ou indirecte, ont soutenu la série, en la relayant par exemple, à bien des égards, qui ont soutenu ce combat. Parce que grâce à la contribution de toutes ces personnes, la série est devenue beaucoup plus virale qu'elle ne l'a jamais été. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.